Bonjour de ma part aussi pour ce webinaire aujourd'hui, dont on parlera principalement du concept IMUPRO, donc du test IgG alimentaire au bien-être du patient. Bon, je ne vais pas trop me présenter parce que je suppose que vous me connaissez maintenant aussi. Donc, je suis biologiste de formation et j'ai mis au point ces tests IMUPRO dans le courant des dernières vingtaines d'années. Donc, un court rappel de quoi on parle aujourd'hui. Donc, on parle d'allergie de type 3, donc liée aux IgG. Donc, c'est-à-dire c'est une réaction immunitaire qui est retardée. Donc, c'est quelque chose qui ne se met pas tout de suite en place, mais après l'ingestion de l'aliment, ça va prendre un certain temps, environ 3 heures, voire un jour, avant que certains symptômes apparaissent. Donc, comment ça se développe? Ben, vous avez la paroi intestinale et la périphérie. Et au niveau de l'intestin, vous avez donc un environnement soit pro-inflammatoire, anti-inflammatoire ou plutôt pro-allergique. Tout dépend des cellules T qui seront présentes et qui dominent. Donc, en général, donc, quand vous avez un allergène qui passe la barrière intestinale, il va rencontrer le complexe majeur d'histocompatibilité et les cellules présentatrices d'antigènes qui, eux, vont, donc, dépendamment de l'environnement dont on est, définir s'il y a une réaction ou pas. Donc, la normalité, c'est la non-réaction, c'est-à-dire quand il y a un environnement anti-inflammatoire, donc avec une prédominance des cellules T régulateurs, il y aura la production de TGF-bêta, ce qui implique la tolérance. Donc, ça, c'est le cas normal. Les cas pathologiques sont plutôt quand il y a un terrain dominé par les TH2, c'est-à-dire c'est un terrain plutôt allergique. Et surtout, si vous avez une surexpression d'IL4, vous allez faire des IgG, des IgE. Si vous avez plutôt une surexpression d'IL10, qui est une interleukine non inflammatoire, ce seront des IgG4 qui vont être produites. Et quand vous avez un terrain pro-inflammatoire avec prédominance de TH17, vous allez avoir donc la production d'IgG1, 2 et 3 qui sont pro-inflammatoires. En cas d'IgE, vous avez une dégranulation des mastocytes, libération d'histamine et donc des caractéristiques symptomatiques d'une allergie de type 1. En cas d'IgG4, il y aura la fixation de l'allergène par les IgG. Ils seront digérés par les macrophages. On est toujours dans le contexte d'une allergie de type 1, mais à ce stade asymptomatique. C'est d'où là que les allergologues disent que les IgG induisent la tolérance. Donc, ça, c'est strictement lié aux allergies de type 1. Et puis, finalement, donc, avec les allergies de IgG 1, 2, 3, vous avez l'activation du complément, vous avez l'activation de TNF-alpha, du platelet activating factor, et tout ça implique une phagocytose par les neutrophiles, ce qui implique donc une allergie qu'on nomme type 3 et qui mène à des inflammations chroniques. Donc, les IgG, à droite, vous avez un petit peu le schéma d'un IgG. Donc, en haut, vous avez les régions qui fixent l'antigène. En bas de l'Y, vous avez la structure fixe qui va se fixer aux cellules phagocytaires. Donc, normalement, donc, vous avez la reconnaissance de l'agresseur liée à la fixation de l'anticorps sur l'agresseur, donc sur l'antigène, et ça forme des complexes humains. Ces complexes humains vont donc attirer des phagocytes, ils vont activer le complément, et donc tout ça va mener à la destruction de ces complexes humains circulants, soit en circulation, soit localement. Donc, si on compare cette réaction classique, en fin de compte, avec une réaction contre des bactéries et des virus, dans ce cas-là, on parle plutôt de protection contre l'agresseur. Parce que les bactéries, les virus peuvent se multiplier et vraiment nuire l'organisme. Pour un aliment, c'est tout à fait au contraire. Donc, l'aliment ne peut pas se multiplier dans notre organisme, donc ce n'est pas nécessaire de l'agresser. Et si c'est le cas, et puisque on consomme plus ou moins les mêmes aliments tout au long de la semaine, ça deviendra une inflammation chronique. Donc, pour que cette inflammation chronique se développe, il faudra avoir une certaine porosité intestinale. Donc, en vert, vous voyez les
les protéines alimentaires non digérées qui passent dans les trous, c'est-à-dire où il y a une ouverture des jonctions serrées. Le système immunitaire va les reconnaître, il va produire des anticorps qui vont se fixer dessus, et, euh, et après, donc, ce sera les phagocytes qui les détruisent. Si ça se passe en circulation, donc il n'y aura pas de symptômes spécifiques, mais plutôt des symptômes systémiques, donc plutôt hypertension, problème, syndrome métabolique, carence en fer et des choses, ou des choses plutôt de comportement, des problèmes de comportement qui vont s'installer ou qui peuvent s'installer. Par contre, si vous avez une fixation de ce complexe humain sur un tissu, eh ben, il sera détruit localement et c'est le tissu qui va souffrir. Donc, c'est-à-dire, après un certain temps, vous allez avoir des symptômes spécifiques liés à ce tissu. Brièvement encore, comment détecter si on est en présence d'une allergie de type 1, une déficience enzymatique ou allergie de type 3? Ben, tout dépend du temps qui se passe entre l'ingestion de l'aliment et la réaction. Donc, si cette réaction est immédiate, c'est-à-dire 30 secondes jusqu'à 30 minutes, c'est plutôt une allergie de type 1 IgE qui est présente. En cas de déficience enzymatique, par exemple lactose, fructose, c'est pas plus tôt que 30 minutes, mais pas plus tard que 2 heures que les symptômes s'installent. Donc, dans ce cas-là, il faudra plutôt faire une intolérance au lactose ou fructose. Et si les réactions, si vous ne savez pas vraiment quand les réactions arrivent ou se développent, en tout cas pas avant 3 heures, mais ça peut durer jusqu'à 3 jours. Donc, c'est-à-dire, si un symptôme s'installe après un jour et demi, bon, vous avez pu faire l'association avec un aliment, et donc, du coup, vous ne l'évitez pas, et vous allez avoir des maladies ou des symptômes chroniques. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant de faire des IgG alimentaires. Pourquoi le dosage des IgG et pas d'autres marqueurs? Ben, il y a plusieurs aspects qui parlent pour les IgG. Bon, d'abord, vous avez le passage de la paroi intestinale de l'antigène. Il est reconnu par le complexe majeur d'histocompatibilité. On aura donc l'activation des lymphocytes TH17 qui vont faire un priming sur les lymphocytes B. Et ces lymphocytes B, ils vont produire des anticorps, des IgA, des IgG. Bon, dans le cas d'aliments, il n'y aura pas d'IgM. Mais donc, ce qui est important, c'est que la cinétique des anticorps varie d'un IgG à un IgA, par exemple. Les IgA sont des anticorps rapides, plutôt associés à la muqueuse intestinale, tandis que les IgG sont un peu retardés. C'est-à-dire, quand vous avez une sensibilisation primaire, vous allez avoir dans les premiers jours des IgA et qui vont rester environ 2-3 semaines et puis qui vont diminuer et disparaître dans le sang, tandis que les IgG, donc, ils vont commencer à monter après 2 semaines et être persistants pendant plusieurs mois, voire des années. Donc, c'est plutôt dans ce cas-là l'IgG qui est intéressant de diagnostiquer parce que vous n'allez jamais faire un test ImuPro pour un état aigu. Donc, si vous faites un test IgG, c'est toujours parce que vous avez déjà quelque chose depuis un certain temps qui vous gêne et dont vous voulez trouver la source. Puis donc, vous avez la réaction IgG antigène, la formation de complexes humains, comme décrit avant, avec l'activation des neutrophiles, du complément et la lyse du complexe humain. Pourquoi donc, encore une fois, les IgG? Parce que les IgG, et surtout ceux qu'on dose dans HumoPro, ont une capacité opsonisante et activent le complément. Donc, ce sont deux conditions nécessaires pour l'activation des neutrophiles et l'induction de la réaction inflammatoire. Les IgA, par contre, ne sont pas pro-inflammatoires ou très, très peu pro-inflammatoires. Donc, ce n'est pas le bon marqueur, mais c'est plutôt l'IgG pro-inflammatoire qui est le bon outil à diagnostiquer. Donc, comme j'ai dit, c'est des anticorps persistants, c'est-à-dire on les trouvera pendant un certain temps dans le sang quand vous avez cette sensibilisation. Et donc, ils rendent le test très sensible et très fiable. Les anticorps, dès que la prise de sang est faite, par exemple, ils sont très stables. Par exemple, tout au contraire des tests ALK4, par exemple, qui sont des tests fonctionnels.
où là, après 1, 2, 3 jours, l'échantillon n'est plus exploitable. Tandis que les anticorps ici, ils ont une stabilité d'environ 3 mois, voire plus, à température ambiante. Donc, un transport est très facile et est possible. En plus, il n'y a pas d'interférence avec des médicaments, en tout cas, pas des médicaments qu'on prend en général. La seule interférence qu'on peut avoir, bien sûr, c'est des immunosuppresseurs. Donc, quand vous prenez des immunosuppresseurs, il faut nous le dire. Et dans ce cas-là, on va vous conseiller de faire un taux d'IgG total au début. Et si ces IgG totaux sont dans la norme, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à faire le test. Sauf si l'immunosuppression est tellement forte que les IgG sont en dessous du taux de référence, donc, et là je parle au moins de 30 à 40% en dessous. Dans ce cas-là, on vous déconseille de faire le test parce qu'il deviendra peu sensible. Il n'y a pas d'interférence avec des infections. Donc, c'est une technique très, très reproductible et c'est une mesure objective. Et chez nous, donc, c'est quantifié selon les standards de l'OMS. Voilà, arrivons maintenant au concept. Le concept, il est constitué de 2 parties principales. Donc, d'abord, bien sûr, le test ImuPro et après, donc, l'après-test, donc, c'est-à-dire les 3 phases, élimination, provocation et stabilisation. Et dans les 3 phases, il y aura toujours l'aspect de la rotation. La rotation, donc, c'est ne pas manger l'aliment, un aliment chaque jour, mais de l'espacer au moins de 4 jours. Cela a un grand avantage parce que ça vous évite de faire des erreurs dont vous ne vous rendez pas compte. Ça évite la monotonie, ça évite des contaminations environnementales. Par exemple, si vous mangez une salade qui est toujours la même salade, mais elle est contaminée avec des nitrates, par exemple, bon, si vous changez de type de salade et d'origine, ben, ce risque ne se pose plus. Quels sont les tests qu'on propose? Eh ben, on a 6 au choix. Donc, l'ImuProScreen avec 22 aliments qui est semi-quantitatif. Donc, dans ce cas-là, on vous dit oui, c'est positif ou négatif. Et tous les autres, donc l'ImuProScreen avec 44, l'ImuProBase avec 90, le végétarien avec 90, le Base Plus avec 180 aliments, et finalement l'ImuPro complet avec 270 aliments. Ils sont tous quantitatifs, c'est-à-dire on vous dit exactement combien d'antigènes par aliment sont présents dans le sang. Un mot sur les performances du test. Donc, voilà, on utilise des aliments, des extraits alimentaires crus et cuits, donc dépendamment comment on les consomme. Les CV interran donc, sont en dessous de 5%, intra-assay sont en dessous de 10% et les CV des standards sont en dessous de 5%. Donc, c'est quelque chose de très, très reproductible. Et à droite, vous voyez donc des tests de stabilité qui ont été faits lors de la validation du test. Et là, vous voyez, par exemple, en rouge, donc là, tantôt, je vous avais dit 3 mois, mais même après 6 mois, on trouve les 100% d'IgG présents. Donc, mais on préconise quand même de dire un peu moins, parce qu'on ne sait jamais comment ils voyagent, et surtout en été. Vous voyez, à 37 degrés, par exemple, après 3 semaines, tout est encore bien, mais après 3 mois, ben là, on a vraiment une perte, et après 6 mois, il n'y a plus rien. Donc, en général, même en été, quand vous envoyez un échantillon, il n'y a pas de souci, donc puisqu'il arrive dans les 2-3 jours dans nos services, et puis donc il n'y a pas de perte au niveau de la concentration des IgG. Voilà comment se présente notre nouveau rapport. Donc, ceux qui ont fait le test il y a quelques mois, là, dans le temps, on avait des taux fixes, des valeurs de référence fixes ou des seuils fixes. Tout a changé parce que maintenant, donc, on s'est conformé aux nouvelles spécifications IVDR. Donc, on est le seul et le premier à faire cela. Et d'après les critères IVDR, ce n'est plus possible de normaliser les valeurs, mais il faut établir donc des seuils spécifiques pour chaque aliment. Et donc, comme vous voyez, ça se présente de façon comme ceci. Donc, vous avez la concentration de l'aliment, puis vous avez une couleur et une flèche qui indiquent où se trouve la valeur par rapport au seuil.
Et si c'est vert, donc c'est un aliment autorisé, donc vous êtes nettement en dessous du seuil. Si c'est orange, ça veut dire que vous avez dépassé le seuil de positivité, mais ce n'est pas encore très élevé. Par contre, si c'est vraiment rouge, donc dans ce cas-là, vous avez des taux très élevés de IgG contre l'aliment en question. Donc, le concept d'ImmuPro, il consiste donc dans les trois phases. La première phase, c'est l'élimination. Donc, l'élimination, c'est la phase clé. Parce que là, vous allez vraiment rétablir votre santé et ça de façon relativement vite. Donc, on a une élimination qui est relativement simple, elle est claire et elle est courte. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas vert, donc c'est-à-dire orange ou rouge, est à éviter. Et ceci de façon la plus stricte possible pendant 5 à 8 semaines. Pourquoi 5 à 10 semaines? Parce qu'on sait qu'après, en général, 3 semaines, vous avez amélioré votre santé si les problèmes sont attribuables à des IgG alimentaires. Après 5 semaines, pour ceux qui font des petites erreurs au début, c'est une sécurité. Et 8 semaines, c'est aussi pour les thérapeutes pour qu'ils puissent gérer le rendez-vous et tout ça, pour être plus ou moins dans les mêmes conditions. Donc, entre 5 et 8 semaines, il faudrait faire cette élimination stricte pour justement donc identifier ces déclencheurs. Ces 5 à 6 semaines, c'est tout à fait conforme aux articles publiés. Donc, toutes les publications qu'on a fait, toutes les études qu'on a fait ont été sur environ 4 à 6 semaines. Donc, là, on voyait des effets bénéfiques, donc très, très nets. En général, c'est assez de temps pour récupérer de l'inflammation médiée par les IgG. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'on ne fait plus de différence entre faiblement positif ou positif et fortement positif. Et donc, on les traite de la même façon, c'est-à-dire on les élimine. Parce qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau d'IgG et les symptômes. Donc, moi, personnellement, j'ai des taux relativement faibles, mais quand même positifs, au gluten. Et si j'en mange, eh ben, un jour et demi après, ben, j'ai mal au dos, mais vraiment, je souffre, bien que le taux n'est pas très élevé. J'ai aussi des taux très élevés contre, par exemple, les haricots verts. Bon, ça doit être une réaction croisée avec un, un non-aliment, parce que j'en consomme pas beaucoup, et si j'en consomme, je ressens rien du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau d'IgG et les symptômes. Donc, pour cette raison-là, on voudrait donc effectivement que vous enlevez aussi ceux qui sont en jaune. Et donc, le mieux, c'est de ne pas faire des erreurs, parce que si vous faites des erreurs, bah, c'est pas bon, quoi, parce que vous n'arrivez pas au bout à la fin. Donc, les premières améliorations vont vont se sentir après 3 jours. En général, c'est une perte de poids de 2 voire 3 kilos, ce qui est tout simplement de l'eau qui est relâchée, qui auparavant a été retenue à cause de l'inflammation. Donc, après, ça prend environ 3 jours pour éliminer donc, les effets des aliments IgG positifs. La plupart des symptômes vont disparaître dans les 3 semaines qui viennent. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a vu dans toutes les études. Et quelques symptômes prennent plus longtemps. Par exemple, si vous souffrez de maladies graves comme Parkinson ou sclérose en plaques, où on a des effets très, très bénéfiques, mais pas après 3 semaines. Là, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, là, on parle de quelques mois en tout cas. Donc, même pour ces applications-là, il ne faut pas désespérer. On aura un effet bénéfique, mais ça va prendre plus de temps. Mais le plus important, c'est qu'après 3 jours, vous allez perdre 2 kilos. Si vous n'avez pas perdu 2 kilos après 3 jours, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vous faites soit une erreur ou vous n'évitez pas tous les aliments qui étaient positifs. Donc, l'avantage de cette phase d'élimination, c'est relativement court. Donc, auparavant, donc, on disait qu'il faudrait avoir 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an. Avec le nouveau concept, on va vous dire non, c'est 5 à 8 semaines. Et là, donc, on va voir si la sensibilité est vraiment présente ou pas. Parce qu'après 5 à 6 semaines, la sensibilité n'a pas encore disparu. Donc, après 5 à 6 semaines, vous n'êtes pas guéri, mais vos symptômes ont disparu.
Donc, ça a un effet psychologique parce que si vous le faites correctement, l'amélioration des symptômes est relativement rapide et donc ça vous augmente la motivation de continuer. Donc, on estime qu'effectivement, cette amélioration des symptômes est rapide et que l'expérience de réussite met en confort le patient, mais aussi le praticien. Donc, mais bien sûr, on n'est pas guéri après les 5 à 8 semaines. Donc, 5 à 8 semaines, on élimine ces symptômes, mais on n'est pas guéri. Parce que après 5 à 6 semaines, et ça c'est important, les anticorps sont toujours présents. Donc, ils n'ont pas encore disparu. Ils n'ont même pas encore baissé. Donc, parce que la disparition des anticorps, ça prend du temps. C'est comme un grand paquebot qui met marche arrière. Donc, ça va lui prendre encore plusieurs kilomètres avant qu'il puisse s'arrêter. Avec les anticorps, c'est pareil. Donc, cette période relativement courte de 5 à 8 semaines n'impacte pas le taux des anticorps. Mais vous avez récupéré de votre charge inflammatoire chronique et votre corps est redevenu sensible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un malaise continu, donc à certains moments, vous y habituez. Donc c'est là, mais bon, vous vous y habituez. Mais si vous avez donc fait cette élimination, les problèmes sont disparus. Et si vous consommez un aliment qui justement déclenche ces symptômes, vous allez le sentir beaucoup plus grave. C'est-à-dire votre corps est devenu très sensible à ces aliments et ça nous amène à identifier cliniquement les aliments déclencheurs. Donc, c'est la période idéale pour faire les tests de provocation. Cette phase de provocation, donc, on la fait comment? Donc, vous commencez avec un aliment par jour. Donc, disons, vous introduisez la pomme, par exemple. Vous êtes positif à la pomme, donc vous introduisez la pomme. Sinon, vous mangez tout ce que vous avez mangé auparavant, donc qui n'est pas IgG positif, mais vous ajoutez un aliment qui est IgG positif, en l'occurrence la pomme. Et vous ne mangez pas que un petit morceau, mais vous mangez 2-3 pommes, par exemple, à la fois, ou un après l'autre. Donc, à consommer pleinement ce jour-là. Et puis, donc, les jours qui viennent, surtout le lendemain, vous contrôlez votre poids corporel. Si la pomme est un déclencheur, vous allez avoir une augmentation de poids. Et ça peut aller jusqu'à 2 kg à cause de la rétention d'eau. Donc, c'est un outil très, très sensible pour voir si, oui ou non, vous allez déclencher une réaction inflammatoire. Et puis, vous observez encore pendant 3 jours des symptômes qui avaient disparu auparavant, donc lors de la phase de l'élimination. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est une réaction retardée. Donc, les symptômes peuvent revenir 1 jour, 2 jours, voire le 3e jour seulement. Donc, comme je vous ai dit dans mon cas, c'est 1 jour et demi après la consommation de gluten que je commence à faire mal au dos et ça va me prendre encore plusieurs jours avec les 3 jours supplémentaires pour les éliminer à nouveau. Donc, le temps nécessaire par aliment, c'est 4 jours. Et bon, la pomme, c'est relativement facile, mais par exemple, si vous stimulez avec du gluten, c'est un peu plus difficile. Donc, de préférence, utilisez des aliments purs, non transformés. Donc, par exemple, quand vous faites la provocation avec le gluten, ne pas prendre du pain. Parce que dans le pain, il y a encore du blé, des autres protéines du blé, mais il y a encore de la levure. Et il y a encore d'autres saloperies de temps en temps qui sont dedans. Donc, préférez par exemple, dans ce cas-là, le seitan. Le seitan, c'est du gluten carrément pur. C'est 98% de gluten. Donc, vous pouvez prendre 2-3 cuillères de seitan et c'est bon. Et voilà, et comme ça, vous continuez donc à faire la provocation. Donc, au 5e jour, donc, vous utilisez un 2e aliment, le 10e jour, le suivant. Nous préconisons en fin de compte de commencer par les aliments avec des IgG élevés, donc ceux avec des taux plus faibles, et puis procéder avec des IgG fortement élevés. Pourquoi? Parce que, dépendamment du nombre d'aliments que vous voulez tester, ça va prendre du temps.
Et après 8 semaines, bon, effectivement, les taux d'IgG commencent à diminuer. Et donc, pour ne pas passer à côté, on préfère utiliser, donc, commencer avec les aliments avec des IgG faiblement élevés. Par contre, l'alternative, c'est que vous commencez par vos aliments préférés. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que c'est ça ce qui intéresse votre patient. C'est est-ce que je peux manger du lait, est-ce que je peux manger ceci, est-ce que je peux manger là. Ça, commencez par les aliments préférés. Euh, Tout d'abord, parce que en principe, principalement, ce sont ces aliments-là qui provoquent les problèmes. Et donc, ils vont voir rapidement que, effectivement, cette phase de provocation leur indique quel aliment fait quoi. Donc, didactiquement, c'est aussi préférable de commencer avec les aliments préférés. Ensuite, vous continuez avec les aliments d'IgG élevés et en dernier, donc ceux avec des IgG fortement élevés. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de cette provocation? Donc, vous allez avoir des aliments déclencheurs et des aliments non déclencheurs. Les aliments déclencheurs vont faire soit une prise de poids ou apparition de symptômes. Donc, dans ce cas-là, ces aliments sont éliminés pendant au moins 1 an parce que c'est le temps dont on a besoin pour récupérer et éliminer donc, les IgG. S'il n'y a pas de changement, donc s'il n'y a pas d'apparition de symptômes ni de prise de poids, l'aliment sera autorisé en rotation. Donc, si par exemple vous avez un aliment, est-ce que ça vient? Non. Si vous avez un aliment qui ne fait qu'une augmentation de poids, mais pas de symptômes, ça veut dire quand même que c'est un déclencheur. Et ceux-là, donc, il faudra les éviter, surtout si vous avez des problèmes systémiques. Si vous avez des problèmes spécifiques, donc un symptôme qui apparaît immédiatement, soit une douleur ou quelque chose pareil, voilà, dans ce cas-là, bien sûr, c'est clair, c'est un aliment déclencheur. Ce qui ne va ou pratiquement pas être le cas, c'est l'apparition de symptômes sans augmentation de poids. La seule chose où ça pourrait arriver, c'est au niveau du problème des symptômes intestinaux. Mais dans ce cas-là, donc, c'est plutôt une intolérance au lactose, par exemple, dans le cas de lait, par exemple, qui pourrait s'installer parce que c'est une déficience enzymatique. Et c'est clair, avec ce test-là, on ne va pas diagnostiquer les intolérances enzymatiques, mais ça, c'est un autre test à faire. Pourquoi donc l'importance de contrôler le poids? C'était un homme à 70 ans, en fait, c'était un de mes collègues. Il était en surpoids et il a énormément de réactions, donc 96 réactions en tout. Quand il a fait le test, il était conforme, très très strict, donc il a bien suivi les instructions. Et il avait une réaction au gluten qui était juste au-dessus de la valeur seuil. Donc, ce n'était pas très élevé, c'était vraiment pas élevé. Et le fait qu'il faisait son pain au levain, c'est du pain de seigle à la maison, donc il y avait encore un petit stock pour 2 semaines qu'il voulait utiliser avant de passer au pain sans gluten. Il faut savoir que le seigle, il n'a que 3 grammes de gluten par rapport à 20 grammes environ pour le blé moderne, donc un tiers seulement, un peu plus d'un tiers, un dixième, pardon, du taux de gluten dans le seigle, donc pas beaucoup. En plus, le levain, il va détruire le gluten de façon quand même importante. Donc, le gluten va aussi perdre un certain taux de son antigénicité. Et donc, pour ça, donc, il n'a pas eu de problème clinique avec le gluten. Donc, il a bien tenu un journal complet de son alimentation, donc on pouvait bien voir ce qu'il mangeait et ce qu'il ne mangeait pas. Et il a perdu 4 kilos dans les 10 premiers jours. Ce n'est qu'en introduisant le pain sans gluten qu'il a regagné du poids, donc, et 2 kilos en 4 jours. Donc, il est venu dans mon bureau, il dit, mais c'est tout de la merde, ça ne marche pas, maintenant je suis à 100% et ça ne marche pas. Donc, on a vérifié donc son alimentation, et bien c'était juste, effectivement, il a recopié les 2 premières semaines sur les 2 suivantes, et la seule chose, c'était le pain nouvellement introduit qui pouvait être responsable. Donc, on a appelé le boulanger, il nous a confirmé que c'est vraiment sans gluten, mais qu'il y a du blanc d'œuf, justement pour remplacer l'affait liant du gluten. Eh bien, le patient avait une réaction au blanc d'œuf au niveau 2.
Et donc là, vous voyez que même avec 76 réactions, seul un aliment peut donc contribuer, donc, ou peut donc bouleverser tous les régimes si vous ne le faites pas correctement. Et donc, la prise du poids est très, très important justement pour identifier des erreurs éventuelles qu'on aura fait. Après, donc, dans la phase de stabilisation, en pratique, on peut soit se focuser sur les aliments déclencheurs, surtout en cas de symptômes spécifiques. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, euh, des migraines récurrentes, invalidantes, eh ben, si c'est ça son focus principal, eh ben là, dans ce cas-là, donc, il va se focuser sur les aliments déclencheurs de la migraine. Ce qui fait que probablement 80% des aliments IgG positifs ne sont pas déclencheurs de migraine et il pourra les réintégrer après s'il veut. Ou bien, donc la deuxième possibilité, c'est éviter tous les aliments positifs, donc je veux dire tous ceux qui ont euh, contribué à une augmentation du poids ou des symptômes. Donc, et ceci est principalement important en cas de problème systémique. Donc, si vous avez donc une hypertension artérielle, par exemple, ou de carence en fer ou syndrome métabolique, ben, dans ce cas, tous les aliments sont importants et il faut les éviter. Et ainsi aussi, donc, si vous l'utilisez de façon dans la médecine préventive, et là, bien sûr, aussi, donc, il faudra éviter tous les aliments déclencheurs. Donc, dans cette phase de stabilisation, vous allez retrouver la balance et du bien-être soutenu. Donc, ce qui est important, c'est d'éliminer donc tous les déclencheurs, les aliments déclencheurs pendant 1 an, et vous faites de la rotation pour tous les autres aliments. Et ceux qui étaient IgG positifs mais pas déclencheurs, ben, vous pouvez aussi les réintégrer dans votre alimentation à concurrence d'une fois par semaine. Donc, cette réduction-élimination donc, va donc contribuer à une dégradation des IgG et élimination de l'organisme. Vous allez avoir une amélioration de la santé soutenue. Et après 1 an, donc, la grande majorité des aliments sont à nouveau tolérés. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y aura peut-être quelques-uns qui ne sont plus tolérés, sont souvent des aliments qui sont ubiquitairement présents ou dont il y a des réactions croisées avec des non-aliments qu'on ne peut pas éviter. Comment on peut le savoir? Ah ben, après 1 an, vous faites à nouveau donc, une provocation des aliments que vous avez évités durant l'année dernière. Si les symptômes apparaissent ou s'il y a une augmentation du poids, eh ben, vous continuez à les exclure pendant une année supplémentaire. S'ils ne sont plus déclencheurs, eh ben, dans ce cas-là, vous pouvez les réintroduire, mais je vous conseille de les introduire en rotation seulement. S'il n'y a pas de symptômes et pas d'augmentation du poids, donc dans ce cas-là, donc, vous les réintégrer et vous continuez à consommer donc, tous les aliments en rotation de façon normale. Et dans ce cas-là, vous risquez très peu d'en avoir à nouveau et de retomber dans l'ancien piège. Donc, après la réception des résultats, ben, pour certains, c'est sûr, ce sera le chaos et le désordre. Parce que s'ils doivent éviter le blé, le lait, le fromage et le chocolat, eh ben, beaucoup de gens vont avoir, ou même le pain, beaucoup de gens vont avoir des problèmes. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais manger pour mon petit déjeuner? Donc, c'est une réaction normale. Donc, il faut prendre un peu de temps pour bien comprendre. Si besoin, prenez de l'aide de nutritionnistes ou d'autres professionnels de santé, parce que ce qui est important, c'est qu'ils changent les habitudes. Et c'est le plus difficile à faire. Donc, il ne faut pas dire, ah non, non, ça, je ne peux pas faire. Non, il faut les amener lentement à changer les habitudes et surtout mettre l'accent sur les tolérances. Donc, parce que par exemple, 270 aliments, s'il y a une trentaine à éviter, il vous reste quand même 240 à consommer. Donc, il faut mettre de l'appétit à découvrir des aliments dont on n'a pas eu l'habitude de consommer. Et pour ça, entre autres, notre nutritionniste chez Pôle Nutrition Santé est tout à fait à votre disposition pour vous aider.
Il y a aussi des ouvrages qui ont été publiés, par exemple un ouvrage que j'avais écrit ensemble avec le Dr Rueff, donc l'immunonutrition, se nourrir son immunité. Ben, dans ce bouquin, vous trouvez aussi des outils et des manières à mieux implémenter ce système. Et le dernier ouvrage, plus récent de Dr Roger Mussy, Je mange ce qui me réussit, c'est vraiment un guide pour récupérer et soigner toutes ces intolérances alimentaires. Donc, il y a beaucoup d'exemples cliniques, il y a beaucoup de témoignages, il y a de la foire aux questions et beaucoup d'adresses publiques. Donc, c'est un bouquin que je vous recommande vraiment à consulter parce que ça va vous aider sur le chemin de l'implémentation de cette méthode IMUPRO. Et finalement, donc, il y a 2-3 mois, on a commencé à mettre en pratique notre application Menu Fourmi. En fait, Menu Fourmi, c'est une application qui est gratuite, donc qui est livrée. Vous avez un code barre dans votre résultat. Et avec ce code barre, vous pouvez télécharger l'application et le code barre, il contient toutes vos réactions. Donc, c'est quand même anonyme, mais il y a les réactions qui sont dedans. Et si vous les scannez, ce programme va vous proposer des menus en rotation sur 4 jours. Donc, vous allez avoir des centaines de recettes adaptées à vos besoins. Donc, vous n'avez plus besoin de regarder, mais qu'est-ce que j'ai mangé hier ou qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Non, mais vous avez jour par jour une proposition de menu que vous pouvez donc cuisiner en toute sécurité. Passons un petit peu à des cas cliniques que j'aimerais encore vous montrer. Donc, par exemple, des troubles gastro-intestinaux. Donc, là, c'était un de mes tout premiers patients, il y a quasiment 20 ans, mais quand même quelque chose de très placatif en fin de compte. Donc, c'était un homme de 58 ans, il était en très bonne condition physique, mais il se présentait avec une diarrhée persistante depuis 3 mois. Et ceci suite à une diarrhée aiguë qu'il a attrapée après la consommation de fruits de mer. Donc, cette diarrhée aiguë a duré une semaine et elle s'est résorbée tout seul, donc parce qu'on n'a pas trouvé la cause réelle. Mais 2 à 3 semaines plus tard, cette diarrhée persistante, non fébrile, s'est installée. Donc, c'était un monsieur qui travaillait pour Eurocontrol, donc surveillance du trafic aérien. Donc, il était 2 fois, donc il est en permanence, il était suivi par des médecins. Et donc, il a consulté deux universités. Il a fait de la coloscopie, des biopsies, il a fait des examens des selles. Il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de bactéries, pas de mycoses, pas de parasites, tout était négatif. Il a fait des explorations sanguines avec des sérologies principaux, des hormones, des marqueurs tumoraux, tout est négatif. Les tests IgE étaient négatifs aussi. Donc, son médecin ne savait plus quoi faire. Donc, il a dit, bah, j'ai entendu, là, le labo, il fait quelque chose de nouveau. Peut-être ils peuvent vous aider. Bon, quand il s'est amené avec tout ce dossier-là, honnêtement, j'étais un petit peu... j'étais pas trop bien parce que je ne pensais pas qu'on trouvait quelque chose. Mais il a insisté et bon, il a fait un IMUPRO complet. On n'a trouvé que 18 réactions, qui n'est pas beaucoup, mais une très forte réaction contre l'ananas. Mais il était négatif au gluten, négatif à la levure, négatif aux produits laitiers et aux œufs. Donc, j'étais un petit peu sceptique et je l'ai appelé et je dis, mais écoutez, on a trouvé ceci et cela, est-ce que ça vous parle? Et puis, il m'a répondu, ah bah, bien sûr, oui, je mange de l'ananas dans ma salade de fruits chaque jour, et ça depuis 17 ans. Donc, et voilà, donc, en évitant donc l'ananas, après 3 jours, ces symptômes ont disparu. Donc, du coup, je lui ai demandé, bah, écoutez, vous faites ça pendant 3-4 semaines, et puis vous remangez de l'ananas. C'est ce qu'il a fait, et au bout d'un jour, à nouveau, il a eu cette diarrhée due à l'ananas. Donc, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lors de sa diarrhée aiguë, donc il a eu une perméabilité intestinale très élevée, et donc l'ananas, qui est quand même un antigène relativement fort, il a passé la barrière intestinale, non par voie transcellulaire, mais paracellulaire, et le système immunitaire a réagi.
Et le fait d'avoir 2-3 semaines de silence après la première diarrhée et la deuxième, eh ben, c'est justement le temps dont on a besoin pour produire des anticorps, surtout des IgG. Donc, on sait bien de toutes les études de vaccination que ça prend 2 à 3 semaines pour qu'il y ait un taux d'IgG suffisant pour être protectif. Et voilà, là, c'est la même chose. Donc, après les 3 semaines, 2-3 semaines, il a commencé à avoir cette diarrhée persistante. On a fait le même exercice de provocation, élimination encore 2 fois, et c'était à chaque fois l'ananas qui provoquait donc cette diarrhée. On a des publications qui montrent à droite là qui montrent qu'effectivement donc une élimination guidée par des analyses IgG sont par exemple beaucoup plus effectives qu'un régime FODMAP dans le traitement euh, des colons irritables. La maladie de Crohn, là, pareil, donc là, on a fait 2 études, une principalement sur l'éviction alimentaire en cas de, de maladie de Crohn. Et donc là, on a vu qu'effectivement, donc on a une augmentation du bien-être, une diminution de fréquence des selles, des douleurs lors du régime IgG. Et la deuxième étude a été faite en Turquie par une gastroentérologue qui faisait l'élimination IgG et qui était intéressée de voir si sur des patients qui sont sur un régime depuis 1 an, et qui sont en rémission depuis 1 an, si maintenant la consommation d'aliments IgG positifs euh, euh, pourrait à nouveau induire les symptômes de la maladie du Crohn. Et donc, je dis, OK, si tu en trouves, on peut le faire. Et donc, elle a trouvé 8 patients donc, qui étaient d'accord de faire ça. Donc, on a refait des tests IgG pour voir quels sont les aliments maintenant encore actifs et qui sont potentiellement dangereux. Et sur ces résultats, donc, on a fait une provocation sur 3 voire 6 jours avec 3 aliments et 3 additifs positifs. Et dans tous les cas, il y avait une réponse donc, clinique et histologique et aussi donc, des marqueurs de phase aiguë comme les globules blancs, la CRP, la calprotectine, qui démontraient donc clairement l'impact des aliments ou additifs IgG positifs sur la maladie de Crohn. Donc, dans tous les cas, les symptômes s'installaient au bout de 3 à 4 jours. Donc, ce qui prouve que d'un côté, on peut améliorer les symptômes ou la maladie en éliminant les aliments, mais contrairement aussi, quand on les mange, on peut à nouveau induire la maladie. La migraine, c'est quelque chose qui marche à 100%, je dirais. Donc, vous trouvez, là, vous avez la femme, elle avait 45 ans, migraine depuis 23 ans, durée de l'attaque 3 à 5 jours, à peine pas de semaine sans symptômes, souvent diarrhée, vomissement. Elle avait dit c'était une vie pourrie. La médication classique n'a pas été couronnée de succès, donc le test ImuPro a montré 44 réactions. Après avoir évité les aliments positifs aux IgG, elle a remarqué un soulagement immédiat et la disparition des crises de migraines. Elle a perdu 6 kilos malgré un bon appétit et beaucoup de nourriture. Il n'y avait plus de ballonnement et des selles normaux. Donc, elle pourrait à nouveau faire du sport, auparavant impossible, et elle pourrait à nouveau avoir une vie sociale normale. Et là aussi, donc, on a plusieurs études qui démontrent l'efficacité d'un régime IgG dans le cas de la migraine et la première même en combinaison avec le côlon irritable. Dans mon labo, quand on a commencé le test, on avait fait des recensements, donc on a demandé aux gens qui ont fait le test comment ça s'est évolué. Et là, on a trouvé qu'effectivement, donc en cas de dépression, par exemple, ou hyperactivité, agression, anxiété, donc problème de concentration, donc en fait tous les troubles de comportement, on avait quasiment le même taux de réussite que pour les problèmes intestinaux. Donc, c'est-à-dire une amélioration de 50% et des disparitions autour de 25 à 40%. Donc, avec un taux complet de réussite qui est tout à fait comparable au taux qu'on a vu dans les problèmes intestinaux.
Donc là, on a effectivement on a un trou, un axe intestin-cerveau. Et là, je vous montre un cas d'un garçon de 9 ans avec des céphalées chroniques, des migraines, forte baisse de performance scolaire, problème de concentration majeur. C'était le cousin d'un médecin ami d'ici. Il avait 2 ans de traitement neuropsychiatrique, 6 mois de consultation avec un autre thérapeute, mais sans résultat satisfaisant. Donc, il a fait un Imupro complet, 300, donc, avec 65 réactions, avec une forte réaction au gluten et aux protéines de lait. Donc, si vous avez des réactions pareilles, donc beaucoup de réactions, mais lait et gluten positifs, c'est très probable que ce sont effectivement ceux deux-là qui sont en question, et pas nécessairement les 60 autres. Donc, dans ce cas-là, on a fait un régime d'éviction stricte au gluten et sans lait, et les symptômes ont disparu plus ou moins après 6 jours. Il a eu normalité à l'école et aucun médicament, et aucun traitement médicament était nécessaire. Dans ce cas-là, c'était vraiment un cas de libération d'exorphine, de la caséine et du gluten, donc qui était responsable de ces symptômes. Il faut savoir que le lait et le gluten, ils renferment jusqu'à 8 molécules de morphine, en fin de compte, qui sont très similaires à la morphine et qui vont se fixer au même récepteur que la morphine. Et donc, ici principalement des troubles de comportement dans cet enfant-là. Par cette occasion, je vous dis qu'on propose aussi le test UriPep. Et le test UriPep, justement, met en évidence ces exorphines dans les urines d'origine caséine et gluten, et actuellement aussi ceux du soja et des œufs. Et j'ai trouvé une très, très belle publication qui date de 2006, mais qui dit que l'obésité et l'hyperactivité peuvent représenter des manifestations différentes, mais d'une origine commune. Et donc, ils disent des conditions apparemment disparates, telles que la résistance à l'insuline, le diabète, l'hypertension, le syndrome X, l'obésité, hyperactivité, dépression, psychose, apnée du sommeil, inflammation, autisme et la schizophrénie peuvent fonctionner par des voies communes, et le traitement utilisé exclusivement pour l'une de ces conditions peut s'avérer bénéfique pour les autres. Et c'est exactement ça ce que l'on trouve avec Imupro. Donc, quand quelqu'un fait un test Imupro, il y a plusieurs symptômes à la fois qui vont s'améliorer. Ici, on a un problème de poids. Donc, vous voyez des photos de la même fille. Donc, au début, elle avait un poids de 110 kg, donc un IMC de 37. Bien sûr, le symptôme, c'était obésité, mais aussi surtout hypertension. Elle avait 26 réactions, pas très élevées en fait, mais ça suffit. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le niveau qui est important, mais s'il est positif, ils sont positifs. Et donc, en faisant ce régime Imupro, ou ce concept d'Imupro, elle a perdu environ 40 kilos dans environ 7 mois. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a assez beaucoup de nouveaux aliments, parce que souvent, des personnes comme ça, ils ont une alimentation très monotone. Donc, elle a assez beaucoup de nouveaux aliments. Elle aime toujours grignoter, fait toujours pas beaucoup d'exercice. Son hypertension, bien sûr, elle a complètement disparu. Elle est beaucoup plus articulée et bien sûr, elle reçoit beaucoup plus de compliments. Donc, ça change beaucoup aussi ce qu'on appelle self-esteem, donc comment on se sent et quand on est aperçu quand on fait un test pareil. Et tout ça aussi, on a bien des indications. Donc, dans la littérature, par exemple, une étude qu'on a fait en Autriche montrait que il y avait une corrélation de l'inflammation des IgG alimentaires avec l'épaisseur de la intima media dans des jeunes obèses, et aussi une corrélation avec l'hypertension artérielle. Principalement la pression artérielle systolique, mais non diastolique. Le diabète et l'obésité, bien sûr, ils sont liés, et une molécule clé, c'est la TNF-alpha. Donc, la TNF-alpha
va bloquer les récepteurs d'insuline, ce qui va donc amener à une résistance à l'insuline. Donc, plus de glucose sanguin, plus de glycémie qui va faire qu'il y aura plus d'insuline produite, qui va donc transformer le glucose en acide gras et va le stocker, bien sûr, dans la masse adipeuse. La masse adipeuse, elle est déjà connue d'être un facteur de résistance à l'insuline, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est l'inflammation causée par des IgG qui est primaire? Donc, en tout cas, ce qui est sûr que s'il y a les deux, ils s'autocatalyse et se potentialise. Pardon, c'était le mauvais. Pourquoi? Parce que donc, il y a aussi de la TNF-alpha qui est produite par la masse adipeuse et en même temps un blocage des récepteurs de la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui nous dit, voilà, on a assez d'énergie, on n'a plus besoin de manger. S'il y a une résistance à la leptine, vous allez avoir la libération de la neuropeptide Y qui, elle, va vous dire, oh, j'ai faim, j'ai besoin de l'énergie. Et donc, vous allez 2 heures, 3 heures après le repas, grignoter quelque chose de sucré et vous allez avoir donc un cercle vicieux qui va, au bout d'un certain temps, vous mener à une obésité. Et en fait, c'est classiquement le cas des personnes qui disent, moi, je mange comme toujours, mais j'ai pris 5 à 6 kilos l'année dernière ou 10 kilos pendant les 2 dernières années. Là, dans ce cas-là, on est très, très souvent dans ce contexte et là, un test IgG alimentaire peut effectivement aider. Les sportifs, c'est quelque chose de très intéressant parce que là, l'alimentation, on est bien conscient que ça a un impact très, très important. En fait, l'influence sur on a fait une étude en Suède, donc l'influence d'une allergie alimentaire induite par les IgG et changement du régime selon Immuprop sur les performances des nageurs. Donc, c'était une nageur suédois, ça a été fait en 2013. Et on a vu effectivement des effets, c'était en double aveugle et crossover, c'est-à-dire avant et après, donc ils ont changé le régime. Et on a vu des effets vraiment énormes. Donc le lactate, par exemple, c'est un marqueur d'hypoxie, il a diminué en moyenne de 10%, mais dans un cas de 50%. Le VO2 max, donc l'accessibilité à l'oxygène, a augmenté en moyenne de 9,05%, dans ce cas individuel de 44%. Récupération de la fréquence cardiaque après 30 secondes, il y avait une amélioration de 16%. Le poids corporel, donc, il a diminué de 2,4% en moyenne, et dans ce cas individuel de 6,6%. Et aussi au niveau de la graisse donc, corporelle, on a eu une diminution de 3,2% ou 24% dans ce cas individuel. Il y a aussi un autre bouquin que j'avais écrit ensemble avec un thérapeute suisse, où Alain Sutter, qui était un footballeur dans le temps, qui jouait chez le Bayern de Munich, a fait un témoignage où il a dit que s'il aurait eu ce test avant la fin de sa carrière, il aurait pu encore jouer plusieurs années. Mais vu qu'il était en permanence blessé et donc tout ça, donc malheureusement, donc il a dû arrêter sa carrière à l'âge beaucoup trop jeune. Quels sont les effets? Eh ben, en général, donc, les aliments IgG positifs, ils augmentent donc, le risque d'inflammation chronique. Il y a le risque de la formation des produits aged. Age veut dire Advanced Glycated End Products. Et donc, le risque de blessures récurrentes parce que ça durcit les tendons et les muscles. Il y a les risques de saute d'humeur et de doute de soi, surtout si vous êtes intolérante au gluten et au lait de vache. Et bien sûr, des troubles intestinaux, parce que, bon, Alain Sutter disait aussi que tous ces problèmes de comportement et des diarrhées, c'était le quotidien dans la vestiaire. Les IgG diminuent donc le métabolisme du glucose dans les cellules, donc vu la résistance au glucose qui va s'installer, et il diminue aussi l'approvisionnement à l'oxygène. Donc, à la fin du compte, les aliments IgG positifs contribuent à une perte de la puissance. D'autres indications, donc bien sûr, il y a l'urticaire sur la peau, les eczèmes, le psoriasis,
les maladies auto-immunes de tout type, carence en fer, fertilité, très intéressant, endométriose, syndrome des ovaires polycystiques. Il y a l'hypertension artérielle, il y a des douleurs chroniques, fibromyalgie. Là aussi, on a une étude de doctorat qui a été faite dessus. L'activation du syndrome d'activation mastocytaire. Là, le docteur Org va nous faire une présentation très prochainement. L'asthme, des fonctions pulmonaires, dépression. Bon, il y en a plein d'indications qu'on pourrait encore développer, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Quelque chose que j'aimerais quand même encore dire, c'est qu'avec ImmuPro, on détecte la sensibilité au gluten non cœliaque. Donc, le tableau clinique, c'est des symptômes gastro-intestinaux, côlon irritable, symptômes périphériques, un esprit brumeux, maux de tête, fatigue, douleurs articulaires, musculaires, égourdissement des jambes ou des bras, dermatite, dépression, anémie, toutes les maladies auto-immunes possibles. Voilà, et tout ça, bon, c'est une citation de cette publication ici à droite, mais cela vous rappelle certainement les symptômes liés à ImmuPro, et bien sûr. Et là, je dois remercier Roger Mussy à nouveau, qui a fait cette belle étude sur l'intolérance du gluten, qui a comparé donc les résultats ImmuPro avec les tests classiques des maladies cœliaques. Parce que dans le temps, on disait que bon, l'intolérance du gluten, c'est la maladie cœliaque. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Donc, il a eu, dans cette publication, maintenant il en a beaucoup plus, mais quand on a fait cette publication en 2015, il avait 249 patients qui étaient inclus dans cette étude, avec des maladies diverses, donc digestifs, asthénie, fatigue chronique, maux de tête, migraine, maladie ORL, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on a fait les tests et on a trouvé que dans 112, donc environ un peu moins de la moitié des cas de ces patients ont trouvé un gluten positif. Mais sur les tests classiques, il n'y en avait que 4 qui étaient positifs. Donc, avec les tests classiques de la maladie cœliaque, il y avait quand même 96% non détectés, c'est-à-dire qui ont été relâchés, disons, en bonne santé et à qui on autorisait la consommation du gluten. Et c'est faux. Donc, ces gens-là ne devraient pas manger du gluten parce qu'ils ont une sensibilité au gluten non cœliaque. Donc, voilà. Voici la vue officielle. 88% c'est des sujets sains et 2% ont une maladie cœliaque. Tandis que la réalité qu'on a trouvée dans cette étude, c'est qu'il y a environ 53% de la population avec des symptômes, hein, je dis, c'était des patients avec des symptômes, n'ont pas de problème avec du gluten. 45% sont atteints d'une hypersensibilité au gluten non cœliaque et 2%, bien sûr, ont toujours la maladie cœliaque. Et la belle chose, c'est que ces 45%, ils ont tout amélioré leur symptomologie après l'éviction du gluten. Voilà. Il y a certainement une question importante à se poser avant que je finisse aujourd'hui. Eh bien, nombre extrêmement élevé de réactions. Quelles sont les causes possibles? Bien sûr, il y a des gens qui ont effectivement des réactions très, très élevées et ça pose problème dans l'installation du concept et au quotidien. Mais d'abord, quelles sont les causes possibles? Bien sûr, le leaky gut, donc l'hyperperméabilité intestinale ou des lésions intestinales. Soit à cause de maladies vraiment inflammatoires intestinales comme la maladie cœliaque, comme le Crohn ou la rectocolite hémorragique. Mais ça peut aussi être des réactions croisées aux antigènes non alimentaires, par exemple des pollens. Donc, vous avez une réaction IgE, donc la réaction classique contre les pollens, et vous pouvez aussi avoir une réaction IgG contre le pollen. En fait, c'est le cas pour les gens qui disent voilà, j'ai la fatigue du printemps. Dans ce cas-là, c'est principalement des IgG contre le pollen qui sont en jeu. Et il y a pas mal d'aliments qui ont des épitopes identiques à ceux du pollen. Donc, quand on fait le test, on trouve des réactions positives contre beaucoup d'aliments qui ont des réactions croisées contre du pollen. En général, ces réactions croisées ne sont pas cliniquement significatives.
Pourquoi? Parce que le pollen, dont la sensibilisation a été faite au niveau pulmonaire, donc avec des antigènes non transformés, euh, d'origine, quoi. Tandis que les aliments, quand on les consomme, bah, on digère et dans beaucoup d'aliments, on peut décomposer ces antigènes alimentaires et donc ils seront plus cliniquement plus significatifs. Ils seront bien détectés parce que l'anticorps va les reconnaître sur le test in vitro, mais en réalité, ils ne vont pas avoir un effet négatif. L'autre cause éventuelle, c'est la réaction anti-CCD, donc des cross-reactive carbohydrate determinants, comme on les appelle. Là, il s'agit de structures qui sont identiques à quasiment, donc tous les aliments végétaux sont positifs. Donc, c'est une structure, donc c'est une protéine structurelle de quasiment tous les plantes. Et si on est réactif à ça, on peut être réactif à tous les produits d'origine végétale. On connaît cette réaction aussi en IgE. Là, on a une substance bloquante qu'on peut administrer. Et dans ce cas-là, donc, ces réactions faussement positives ne sont plus là. Avec les IgG, ce n'est pas possible parce qu'on est donc dans une autre dimension de concentration. Donc, on est plus que 1000 fois plus, 10 000 fois plus concentré en IgG qu'en IgE. Et donc, on aurait besoin de produits bloquants énormes. Bon, d'abord, c'est un agent très, très cher et en volume, ce ne serait pas possible de le faire. Donc, on ne peut pas éliminer ça de nos résultats. Donc, il faut effectivement donc faire attention à cela. Je vais y revenir après. Les réactions non spécifiques dues à des vaccinations, donc ça, on le voit surtout chez des enfants qui ont eu des multivaccinations. Dans ce cas-là, il y a des réactions IgG non spécifiques parce qu'ils ne sont pas assez spécifiques, donc ils sont très hétérogènes. Ou bien si vous faites des transfusions sanguines ou de plasma, donc où vous recevez des anticorps d'une autre personne, et tout ça donc peut être la cause de réactions très très élevées. Donc que faire? Je vous recommande dans ce cas-là d'établir un tableau de tous les aliments que le patient avait l'habitude de manger plus que 2 fois par semaine. Parce que ce n'est que les aliments qu'il mange qui l'a rendu malade. Donc, en général, tout ce qui est mangé plus que 2 fois par semaine, ils sont potentiellement dangereux. Pourquoi? Je vous avais dit, ça prend 3 jours à les éliminer. Donc, si vous en avez plus que 2 fois, bah, vous êtes constamment donc, en état inflammatoire si cet aliment provoque une inflammation. Donc, évitez ces aliments lorsque les IgG ont été détectés. Donc, vous comparez donc le tableau avec les aliments que vous consommez plus que 2 fois par semaine avec les aliments qui ont été détectés positifs. Donc, s'ils sont identiques, il faut les éviter. Et tous les autres aliments, on peut, donc, que le patient n'avait pas l'habitude de manger régulièrement, peuvent être mangés en rotation, donc une fois par semaine. Et dans ce cas-là, donc, vous allez pouvoir réduire le nombre d'aliments à éliminer à un nombre plus ou moins normal. Et donc, ça vous permettra d'avoir une alimentation quand même variée tout au long de l'élimination. Les CCD, par exemple, ils ne s'appliquent pas au gluten, aux œufs, à la levure, aux produits laitiers, aux produits animaux, bien sûr. Donc, tous ceux-ci n'ont pas de réaction croisée au CCD et s'ils sont positifs, ils doivent être éliminés de l'alimentation. Donc, voilà, donc encore une fois, un petit peu les CCD, donc c'est un épitope commun des plantes. Souvent, donc, cette sensibilité est induite par une piqûre de guêpe ou d'abeille. Et on utilise chez nous le réfort et l'ananas comme témoins. Souvent, donc, bon, pas souvent, mais à chaque fois que il y a des CCD présentes, on voit que la plupart des réactions sont très proches de celles du réfort. Pourquoi le réfort? Parce qu'il y a une peroxydase dans le réfort qui ressemble très très fort à l'anti-CCD et où il y a une réaction croisée très très prononcée. Donc si vous avez un réfort par exemple ou l'ananas bas et vous avez beaucoup de réactions, ce n'est pas des CCD, c'est autre chose.
Et si vous avez un réfort très élevé et là, principalement que des produits végétaux positifs qui tournent beaucoup autour du réfort, pardon, alors dans ce cas-là, c'est plutôt un anti-CCD. Si vous avez des doutes, vous nous appelez et on peut vous déterminer ça très exactement. Et voilà comment ça se présente. Vous voyez, donc tous les produits végétaux, les herbes, les fruits, les céréales, tout est bien rouge, nettement rouge, tandis que les poissons, les produits laitiers même, et les poissons et la viande sont négatifs. Donc ça, c'est des cas classiques de CCD. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer ma présentation. Voici donc les adresses utiles pour commander un test, comment faire le prélèvement, l'envoi du prélèvement et tout ça. Donc, vous l'aurez tout avec euh, l'enregistrement. Donc, c'est très facile. Et voilà, juste pour vous dire que notre prochain webinaire, le 25 mai, sera donné par le docteur Roger Mussy, que j'ai déjà présenté aujourd'hui. Et surtout, donc, il va parler des maladies auto-immunes et surtout de son expérience et des cas cliniques qu'il a pu traiter et qu'il va partager avec vous. Merci bien pour votre attention. Merci Camille pour cette question très intéressante. Alors maintenant, place aux questions. Alors, la première question, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, c'est IgG gluten négatif dans un labo, régime sans gluten ensuite, et test 2 ans après dans un autre labo, et IgG gluten positif, alors qu'il y a eu une éviction pendant 2 ans. Est-ce que c'est un problème de fiabilité de labo? Non, bon, c'est un problème de test de labo. Donc, il faut savoir que nous sommes les seuls à avoir à détecter tous les épitopes du gluten. Le gluten, c'est pas une molécule très simple. Donc, il y a la gluténine et il y a la prolamine. Et il y a beaucoup d'épitopes différents. Donc, nous, on utilise justement ce genre de type d'extrait antigénique pour justement pouvoir déterminer une sensibilité au gluten non cœliaque. Les autres tests, ils utilisent principalement l'alpha-gliadine. Donc, c'est aussi la raison pourquoi dans les tests de Dr Mussy, il y avait 112 de positifs chez MiPro et que 4 positifs dans les tests classiques. Les tests classiques, c'est de l'alpha-gliadine et c'est plutôt donc un test diagnostique, même s'il est contesté pour la maladie cœliaque. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez avoir vu, c'est justement donc un cas de maladie de sensibilité au gluten non cœliaque qui a été détecté. Et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de réactions croisées, donc ce sera le sujet d'une autre présentation, du gluten. Donc, par exemple, si vous avez des anticorps auto-humains qui sont positifs, même ceux-là peuvent réagir avec le gluten. Si vous avez des réactions contre la caséine, elle peut avoir des réactions contre le gluten. En fait, il y a une publication de Vojdani qui montre qu'il y a environ une trentaine de réactions croisées du gluten à d'autres aliments. Et encore une réaction importante, c'est celle contre le rotavirus. Donc, si vous êtes vacciné ou si vous avez des réactions ou une infection au rotavirus, donc avec des taux d'anticorps très élevés en rotavirus, ça peut contribuer donc à un résultat élevé contre le gluten. Pas en termes de maladie cœliaque, mais en termes de sensibilité non cœliaque contre le gluten. Cette réponse très claire. Nouvelle question, est-ce que la présence, par exemple, des parasites peuvent empêcher la guérison complète? Quand empêcher la guérison complète. Bon, les parasites, en général, si on en a, ce serait bien de les éliminer. Bon, honnêtement, je n'ai pas d'expérience pratique là-dessus. Je ne peux pas vous donner une réponse concrète, honnêtement. Mais je pense que la guérison, en fait, se fait en éliminant l'aliment. Donc, c'est l'élimination qui fait la guérison, soit avec ou sans parasite. Donc, oui.
Nouvelle question. Alors, dans mon cas, c'est une perte de poids qui s'est produite, 10 kilos en un an, avant le test et éviction. Très nombreuses intolérances alimentaires et candidose intestinale. Expliquez-vous. Donc, encore une fois, vous Alors, pouvez là, répéter la question? c'est une perte de poids qui s'est produite, 10 Oui, kilos en un an, avant le test et éviction. Très oui. nom- Et elle avait très nombreuses intolérances alimentaires et candidose intestinale. Comment est-ce que Oui. vous pouvez l'expliquer? Bon, la perte de poids, donc il y a beaucoup de raisons. Donc, une perte de poids sans cause apparente doit être investiguée. Donc là, je conseille quand même de faire des tests au niveau des tests hormonaux et des tests au niveau des intestinaux. Donc, pour voir s'il n'y a pas, et un test de cancer aussi, pour voir s'il n'y a pas de cancer qui pourrait eu un impact sur ça. Bon, le candidat, c'est jamais bon parce que le candidat, effectivement, donc, il va contribuer à une augmentation de la paroi intestinale, ce qui expliquerait le grand nombre de réactions, de réactions IgG positives. Et il y a aussi des cas où les intolérances alimentaires contribuent à une malabsorption. Donc souvent, on a des gens qui sont très minces, qui sont même en sous-poids, qui font le test et qui ont beaucoup de réactions. Et là, on voit que s'ils font le test, ils vont encore perdre du poids, des 2 kilos, hein, comme j'ai dit, à cause de l'inflammation. Mais après, ils vont reprendre du poids. Donc, c'est-à-dire, ils vont reprendre constamment du poids, pas énorme, mais quand même quelques kilos. Et cela est dû justement donc, au syndrome de malabsorption qui a été provoqué par les aliments IgG positifs. Très bien. Eh ben, là, vous venez de répondre à la question suivante, donc je vais passer à la question d'après. Bonjour, vous avez parlé des réactions suite aux piqûres d'abeilles. Pourtant, j'ai vu qu'il existe des thérapies de traitement de pathologies en relation avec les piqûres d'abeilles. Donc, dans notre anamnèse, nous devrions demander s'il y a eu des piqûres d'insectes en relation avec des problématiques allergiques ou intolérances. Bon, on peut le faire, oui, mais disons, les traitements qui sont faits contre l'allergie contre les abeilles, donc ça n'implique pas des aliments. Donc, il n'y a pas de réaction croisée avec l'aliments. C'est juste le vénome d'abeilles qui fait ça. Bon, ceci dit, les CCD, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Donc, c'est quand même quelque chose, bon, je ne vais pas dire extrêmement rare, mais euh, statistiquement, on en trouve 1 sur 100. Donc, ce n'est pas quelque chose euh, qui est un grand problème en fin de compte. Mais bien sûr, si vous voulez le renseigner, c'est bon. Le plus d'informations que nous on a, le plus facile, c'est de donner des conseils et d'expliquer aux gens après. Donc, je ne suis pas contre que vous demandiez ces informations auparavant, au préalable, pardon. Si. Alors ensuite, au niveau des tests hormonaux, que proposez-vous comme test? Car les hormones varient et apparemment, il ne sert à rien de faire des tests sanguins. En plus qu'elles sont liées à notre mode alimentaire et aux autres toxiques perturbant l'organisme. Bon, doser des hormones, écoutez, c'est quand même quelque chose de classique et c'est quand même important. Donc, si vous avez une maladie de Cushing ou une maladie un autre, donc c'est quand même intéressant de faire de la cortisol. Donc, je ne dis pas faire des tests hormonaux pour. Je ne parle pas maintenant de médecine anti-âge, mais je parle dans le cas précédent de pathologie. Donc, il y a quand même des pathologies où il est important de doser les hormones. Donc, c'est clair. C'était quoi le reste de la question? Car les hormones varient et apparemment, il ne sert à rien de faire des tests sanguins. En plus, elles sont liées à notre mode alimentaire et, et autres toxiques perturbant l'organisme.
Ah oui, bon, bien sûr, mais justement, donc, mais c'est quand même il varie, c'est clair, il varie dans la journée. Il y a des hormones circadiennes, donc il faut les prendre au bon moment, bien sûr, mais ils donnent quand même des informations importantes. Euh, donc, je ne pense pas que c'est anodin de les faire. Je ne dis pas de les faire à chacun et à chacune, mais s'il y a des problèmes importants, donc je pense qu'un dosage des hormones est bon. Et, et bien sûr, ça donne un statut. Maintenant, après, il faudra regarder pourquoi est-ce qu'ils sont élevés. Et là, bien sûr, un examen plus approfondi, surtout si les habitudes alimentaires, mais aussi de l'environnement sont importants. Donc, mais c'est un début. Je pense que quand on a des problèmes manifestes, où certaines hormones peuvent donner des indications, donc je pense que c'est important de les faire quand même. Bon, nous, on ne les propose pas, mais c'est fait dans les labos classiques. Très bien, merci Camille. Alors là, il n'y a plus de questions, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Puis s'il n'y a plus de questions, eh bien, je crois qu'il y a... Si quelqu'un a une question, est en train d'écrire, juste si vous pouviez lever la main, comme ça on sait qu'il reste une question à poser. Bon, et bien apparemment, plus de questions. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Et puis on vous donne rendez-vous donc le 25 mai prochain avec le docteur Roger Mussy sur les maladies auto-immunes et les cas cliniques. Et puis nous vous enverrons un email effectivement. Voilà la dernière question qui arrive pour le prochain webinaire. Faut-il envoyer un mail? Alors c'est nous qui envoyons le mail pour vous inviter et ensuite on vous envoie le lien de connexion. Donc juste la personne qui a posé cette question, si vous pouviez nous mettre votre adresse mail, comme ça on verra bien si vous faites partie de notre liste. Voilà. Merci à tous et puis on vous donne rendez-vous le 25 mai prochain. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.